Retrouver avec le Rav Menachem Ackerman. C'est les enfants qui sont heureux aussi. Et on continue donc comme chaque semaine la Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash, et toujours la même énigme entre Yosef et ses frères. Happy end, début d'une lutte, fin d'une lutte. Le sujet tellement, je sais pas comment dire, attrayant et tellement connu de Yosef et ses frères avec le Rav Ackerman pour Midreshet Yehuda Manitou. Tous les cours du jeudi soir, la Parashat Shavua, il est mis dans la nuit même, il est mis sur le site. Donc vendredi matin, vous pouvez le revoir. Bonne étude à tous. יפה, חזק יוהן comme תודה, d'habitude. יוהן. ממש תודה רבה. Et comme d'habitude, je vais dire aussi le Ilou Nishmat Kamuna Bad Rachel, Imimurati, Yit Bat Arav Yoshua Levi. Et tous les autres qui ont l'intention, comme je vous dis, si vous voulez vous rajouter dans le chat, et ce sera considéré comme le Ilou Nishmat, même si je ne le vois pas ou je ne le dis pas. Donc, on va commencer le cours. Et Bezrat Hashem aussi que notre limoud, comme on disait avant à propos de Refoua Shlema, que le limoud Torah qu'on fait chez Yotze Eret Israël, etc., ce soit l'Irfoua Shlema de tout Kol Cholé et Am Israël, Magefa, de cette Magefa, et de tous les gens dans le monde qui ont besoin aussi d'être guéris de cette Magefa, et que ce soit aussi une Yeshua Shlema. Il y a aussi l'autre aspect, chaque fois aussi. On y pense peut-être un petit peu moins, mais le fait qu'il n'y a pas que les gens qui sont malades qui sont touchés, il y a aussi ceux que ça affecte au niveau moral. Et je crois qu'avec tellement de temps, c'est un fléau mondial. Il faut prier aussi pour la santé morale et physique de tout le monde. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui sont touchés au niveau de la Parnassa. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu Yishlach Yeshua Shlema le Cholam Israël, Vegam Baolam Kulo, que ce soit au contraire, Mina Meitzar Karatia Anani Bamerchavia, c'est-à-dire que de l'intérieur de la tzara qu'arrive la Yeshua. Tov, après ces belles paroles, je crois que l'heure est finie. On peut déjà. Et Tzomkal aussi. Ah oui, Tzomkal, oui, j'ai oublié, mais on va en parler. Bezrat Hashem, c'est que ce soir, on est déjà à Sarah Betevet. Et donc, je vais, dans le cours du cours, je vais aussi faire un lien avec le jeûne du 10 Tevet et le fait que c'est aussi Yom HaKadish HaKlali Bezrat Hashem. Ça fait partie du programme. Et justement, qu'un jeûne, on en a parlé, Yom Sheni, un jeûne, c'est toujours l'occasion aussi de se remettre en question et d'éveiller les rachamim de Shamaim, donc du ciel, donc Bezrat Hashem, que ce soit aussi le cas aujourd'hui pour Asara Betevet. Tov, donc passons aux choses sérieuses. On va parler de la Parashat Hashavua. Je vais faire deux petites introductions avant d'ouvrir le texte, comme d'habitude. C'est le texte du Pshat de la Torah, bien entendu, comme je fais référence à Rashi ou à d'autres commentateurs, les gens qui veulent avoir devant eux un chumash, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas obligatoire dans la mesure où ce qui n'est pas imprimé dans le texte que j'ai préparé, je le citerai Be'alpé par oral. Alors, Midreshet Yehuda, j'essaie toujours d'enseigner au moins sur la base des enseignements de Manitou, bien entendu en rajoutant aussi les choses qui ont été mitradesh par moi ou parce que j'ai vu. Ce que je dois dire à propos de cette paracha, surtout pour les gens qui connaissent bien l'enseignement de Manitou, c'est que l'enseignement de Manitou à propos de Yosef et de Yehuda est extrêmement riche, et je dirais qu'il est même paradoxal. Et ça m'a posé des problèmes depuis 3 jours, parce que je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour ne pas trahir la pensée de Manitou, et d'un autre côté, pour enseigner ce qui me semble le plus pertinent pour nous aujourd'hui. Et il y a dans l'enseignement de Manitou une grande richesse, et souvent des choses qui même vont peut-être nous sembler même contradictoires. Si à la fin dans les questions, vous posez des questions qui sont liées à ça, alors je ferai référence à tout ça. Pour l'instant, je vais plutôt non pas rentrer dans une discussion sur tel enseignement, je vais essayer de donner un ma'alach, c'est-à-dire une lecture du début jusqu'à la fin du cours, qui donnera une lecture, je dirais, avec droite, avec une certaine vision des choses. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous verrez que ça ne prend pas forcément en compte tous les enseignements que vous avez l'habitude de Manitou. Donc, si c'est le cas et que vous voulez poser des questions, vous êtes invité à le faire à la fin. Ça, c'était la première introduction. La deuxième, qui à mon sens est l'essentiel,
et qui va expliquer le cours d'aujourd'hui et Bezrat Hashem celui de la semaine prochaine aussi. C'est un chidouche extrêmement important. C'est qu'il y a 2 niveaux de lecture, au moins, mais 2 niveaux essentiels de la lecture, et c'est en fait le titre du shiur d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'un côté, toutes les parachiotes depuis Vayeshev jusqu'à la fin de Bereshit nous expliquent comment est-ce qu'on est descendu en Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une préparation à la descente en Égypte et la galoute. Et d'un autre côté, on va voir que la division des parachiotes, ou plus exactement des livres de la Torah, ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer que jusqu'à Vayeshev, c'est l'histoire des patriarches, des Avot, d'Abraham, de la création du monde, jusqu'à la fin de l'histoire de Yaakov. Et c'est ce que nous avons parcouru quand on a vu en général 2 parachiotes sur Abraham, 2 sur Yitzhak, 2 sur Yaakov, etc. Mais en fin de compte, Yaakov, bien qu'il est tout le temps présent, d'un certain point de vue, il est déjà parti à la retraite. Je dirais pas anticipé parce qu'il continue, mais c'est quand même l'histoire de ses enfants. C'est-à-dire qu'une fois que les 12 tribus sont nées, plus Dina bien entendu, c'est l'histoire c'est pas l'histoire des patriarches, c'est l'histoire des tribus, c'est l'histoire des Béné Israël, des enfants d'Israël. D'ailleurs, cette expression Béné Israël apparaît de manière étonnante déjà 2 fois dans notre paracha, ou bien une fois la paracha la semaine et une fois cette semaine, ça je me souviens pas, mais en tout cas, il apparaît déjà, et c'est l'histoire des Béné Israël. Alors ensuite, il va y avoir l'histoire de Am Béné Israël. C'est à partir de Shemot, c'est le peuple juif qui apparaît, mais les Béné Israël en tant qu'enfants d'Israël, c'est ça l'histoire depuis Vayeshev. Et la tradition qui est Minatora, selon la Gemara de Nedarim, aurait pu décider, Akadosh Hu aurait pu décider qu'à partir de Vayeshev, on passe au livre de Shemot si vraiment le seul thème important, c'était la descente en Égypte. Je pense toujours à la descente aux enfers, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la descente en Égypte, puisque les causes apparentes, d'après le Pshat, et même plus que d'après le Pshat, d'après les Midrashim de Chachamim, comme par exemple le Midrash qui dit Vaishlacheu me'emek Hevron, que Yaakov a envoyé Yosef depuis la vallée de Hebron, et nous dit Rashi, et pourtant Hebron est dans la montagne, Hebron n'est pas dans la vallée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, mais Etza Amuka chez l'Oto Tzadik, c'était selon ce qui a été dit sur Abraham, qu'à partir de maintenant, on commence la galoute d'Égypte. Donc vous avez compris, ça s'appelle la vallée parce que la galoute, c'est difficile à avaler. Alors voilà, donc c'était le premier jeu de mots de la soirée, et c'est bien pour nous expliquer qu'en fin de compte, nos sages ont indiqué que depuis le début de Vayeshev, on n'est plus dans les périples de Yaakov, qui est le patriarche d'avant, chez Lavan, etc. On est dans les périples des enfants d'Israël qui vont descendre en Égypte. Ça, c'est le premier niveau, le niveau Pshat et Midrash aussi, une partie des Midrashim. Mais ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une deuxième lecture qui va nous parler de tout à fait autre chose et qui correspond au fait que de manière décisive, Akadosh Baruch Hu a décidé que le livre, l'histoire de l'exil va commencer avec Shemot et non pas à Vayeshev. C'est-à-dire que ces parachiotes, Vayeshev, Miketz, Vayigash et Vayechi, font encore partie de l'histoire des patriarches. C'est-à-dire c'est quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'il y a un deuxième niveau de lecture qui est plus profond de l'histoire. C'est-à-dire, c'est encore, on n'est pas, je dirais comme ça, on n'est pas dans l'histoire des Banim, on est dans l'histoire des Maaseh Avot. Il y a 2 niveaux de lecture. Une histoire des Banim dans le sens l'histoire des enfants des patriarches commence en tant qu'exil et Géoula après. Et puis on a aussi une continuation des enfants d'Israël. Je parle donc des 12 tribus comme Maaseh Avot, c'est-à-dire comme une histoire individuelle qui va nous écrire au niveau individuel l'histoire des Banim, c'est-à-dire l'histoire de la collectivité. Vous avez compris? C'est-à-dire bien que c'est les enfants d'Israël, c'est encore des individus. C'est-à-dire quand il y a l'expression que vous connaissez qui est du Ramban, mais qui est la base de tout l'enseignement et de Manitou et du Maharal et du Rav Kook, etc., c'est-à-dire bien entendu plein d'autres, qui nous font lire le livre de Bereshit à partir de la naissance des patriarches, comme l'histoire au niveau individuel de ce que le peuple juif va vivre au niveau collectif. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend notre histoire et comment vivre notre histoire et comment la comprendre. À ce moment-là, on peut très bien décider
que l'histoire des 12 tribus, c'est-à-dire des 12 enfants, pas des tribus, des 12 enfants font encore partie de cette dimension Maaseh Avot. C'est-à-dire qu'ils sont l'histoire d'individus qui va être lit pour nous en tant qu'individus, qui nous donne, au niveau du prototype, l'histoire de notre collectivité, à nous, dans l'histoire du peuple d'Israël. Je pense que si les choses sont claires, je peux continuer. Si je n'ai pas été assez clair, vous êtes toujours invité à poser des questions, à ouvrir votre micro Kodesh, comme on avait dit, et Shabbat micro et Kodesh, hein, le micro Kodesh, puisque c'est dans la Torah, et de poser des questions. Alors voilà, je vais l'expliquer mieux après dans le développement du cours, et je commence directement. Un des enseignements que vous retrouverez dans le cours de Manitou 1984 sur la paracha, c'est le seul qui se trouve dans les bibliothèques, c'est-à-dire dans l'Acadème et dans toutes ces choses-là, j'ai vérifié. Ce que vous trouverez au début du premier cours, c'est ce point important. Il est possible que j'en ai déjà parlé, mais il est essentiel pour comprendre notre lecture d'aujourd'hui. C'est que Manitou nous dit que chaque nation se fixe comme idéal ce qui lui manque, c'est-à-dire ce qui va le compléter, pas ce qui le manque, ce qui lui permettra d'être complet. Alors, il fait un long développement sur Ishmaël, sur Esav, et ça, je pense que c'est pas le moment maintenant de le dire, mais on va directement se concentrer sur Israël. C'est-à-dire, quel est le défi du peuple juif qui est en même temps sa difficulté? Et chacun dans sa vie, c'est exact aussi. Une partie de nos difficultés, c'est-à-dire nos difficultés existentielles essentielles, je dirais, nous indiquent le projet qu'on doit réussir. Il y a des difficultés qui viennent nous indiquer que ce n'est pas notre chemin. C'est-à-dire on peut avoir des choses qui nous indiquent tu veux absolument être, je ne sais pas moi, joueur de football et puis tu as deux pieds gauches, ce n'est pas la peine de continuer. C'est-à-dire que c'est pas… Par contre, on est en obstacle dans notre projet de vie. C'est-à-dire, c'était une parole d'une des élèves de Manitou, de Régine Zichron Livracha, Régine Lehmann. J'imagine qu'une partie de vous la connaissent bien, et ça m'arrive pas souvent de la citer, malheureusement, mais elle disait toujours que en équitation, quand il y a un obstacle, il est là pour le franchir, pour passer au-dessus. Et on parle de ce genre d'obstacle, c'est-à-dire que l'épreuve d'une personne ou d'un peuple ou d'une identité nous indique que c'est notre projet à réussir, et en général, on est a priori en échec jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire, et ça peut prendre beaucoup de temps et éventuellement beaucoup de souffrance. Alors donc là-dessus, l'enseignement de Manitou, c'est quel est le projet dans lequel Israël va aussi être en épreuve. Et son enseignement essentiel, vous l'aurez sûrement reconnu, c'est bien entendu, au-delà de ce que Manitou va dire, c'est le fait qu'on est les représentants de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce qu'on appelle être Or Lagoïm, la lumière de la présence de Dieu pour les nations, le phare des nations. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est que chaque nation, il y a 70 nations, représente une valeur. Et la valeur d'Israël, c'est l'unité des valeurs. Ce qu'on appelle Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ou Ata Echad, Veshimecha Echad, ou Mikra Mecha Israël, ou Echad Baret. C'est-à-dire l'unité, c'est le projet d'Israël. Et puisque c'est le projet d'Israël, c'est dans ce projet qu'on est a priori en situation d'échec, jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire. Et c'est à partir de cela qu'on va pouvoir étudier et lire ce que je veux développer aujourd'hui, bien entendu dans la continuation de ce qu'on a étudié dans les parachiotes précédentes, sur tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Et de ce point de vue-là, l'unité des valeurs ou l'unité qu'on étudie tout le temps, c'est l'unité entre Yosef et Yehuda. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a deux, et on en a déjà parlé, il y a l'analyse de qui est… il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà, Toda Rabba. Donc, voilà. Donc je disais, la première chose, c'est bien entendu de comprendre quelle est la valeur spécifique de chacun d'eux, et il y a le projet final, on pourrait dire le but
ultime de la réussite, c'est non seulement que chacun réussisse son projet personnel, mais je ne sais pas qui c'est, mais il y a un bruit de fond, s'il y a quelqu'un qui sait qui est-ce qui le fait, voilà, Todaraba. Donc le but ultime de tout ça, c'est de réussir aussi, au-delà de la réussite de chacun, de réussir à faire l'unité entre les deux. Et c'est ça qu'on voit depuis le début. C'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, je vais le passer en 2 minutes, vous vous souvenez que de ce point de vue-là, l'unité des deux prototypes, on pourrait dire, d'identité, sont qui sont a priori celui de Caïn et de Hevel, qui se termine en catastrophe, et on va continuer avec le fait que ultérieurement, en sautant plusieurs étapes, c'est celui de Yitzhak et de Ishmael, ensuite de Yaakov et de Esav, et maintenant on est arrivé au projet qui va réussir, c'est celui de Yosef et de Yehuda. Et comme a dit Johan, donc c'est pour ça qu'on s'occupe de J&J, c'est-à-dire des deux J de Joseph et de Judas. À ne pas confondre avec un troisième J qui intéresse les catholiques, les chrétiens ce soir. Aucun rapport, d'accord? Ce soir, on n'est que dans des J juifs. C'est-à-dire, c'est J, et il y en a 3. Il y a Jacob, il y a Joseph et il y a Judas. Voilà, c'est les 3 J. Et donc, c'est pour ça que la Torah prend tellement de temps, parce qu'elle nous explique la conclusion, et c'est ce que j'ai appelé le happy end, de ce défi qui va nous accompagner, en fin de compte, pendant tout le livre de Bereshit. Et c'est ça qui est important. Dans l'enseignement de Manitou, qui était basé sur la Kabbalah, il se base sur ce qu'on appelle Torah Gilgulim. Torah Gilgulim, c'est l'enseignement de ce qu'on appelle en bon français les métampsychoses, mais les Gilgulim, vous savez ce que ça veut dire. C'est pas les rolling, pas stones, mais le rolling neshamot, ouais, c'est les neshamot qui passent d'une génération à l'autre et qui reprennent la même équation, la même difficulté pour réussir, en fin de compte, ce projet. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, et on peut le dire, que quand on est avec Yosef et avec Yehuda, on est avec la même problématique que Caïn et avec Hevel, et que Yosef, c'est un Gilgoul de Caïn, et que Yehuda est un Gilgoul de Hevel, pour dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que le projet recommence dans la génération suivante, et ce qui va être vu, et ce qui va être beau, c'est qu'en fin de compte, la Torah nous raconte, et c'est l'histoire de notre paracha, et de la paracha de la semaine prochaine, on le reprendra la semaine prochaine à propos de la spécificité du chidouche de la semaine prochaine, mais déjà dans notre paracha, l'innovation, c'est qu'au lieu que Caïn assassine Hevel, au lieu que Ishmael veuille tuer Yitzhak, et au lieu que Issa veuille tuer Yaakov, on a un Yehuda avec ses frères qui veulent tuer Yosef, et on ne sait pas du tout ce que Yosef voulait faire, mais en tout cas, en fin de compte, dans cette histoire, on a un dénouement positif des choses. Voilà, ça vous le connaissez, et c'est dans cette direction que nous allons aller. Alors, de ce point de vue-là, je vais déjà tout de suite ouvrir le texte pour qu'on puisse commencer à rentrer dans notre étude. Dans cette équation, on pourrait dire dans cette équation des choses qui nous est racontée, on a donc 2 personnalités essentielles qui sont Yosef et Yehuda. Alors, si vous me permettez 1 minute, j'ouvre le texte. Ça prend toujours quelques secondes jusqu'à ce que j'arrange tout. Voilà. Trois secondes. Je vous ai déjà dit pourquoi. C'est parce que moi, personnellement, je fais attention à montrer le texte tout en voyant les personnes qui sont ici et qui ouvrent leur caméra comme ça. Je ne parle pas au mur et je vous vois comme vous me voyez. Donc, dans ce texte, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est important. Vous me permettez aussi de chercher le texte par lequel on va commencer dans la paracha. C'est dans le chapitre 26, pour ceux qui veulent ouvrir leur texte. Chapitre 26, verset Aleph. Alors, le deuxième point qui est important, c'est que, en fin de compte, donc on pourrait dire dans cette équation personnelle qu'on va appeler l'équation de messianité, c'est-à-dire qu'il y a la messianité de Yosef et la messianité de Yehuda, et le mot messianité est très importante depuis le début, parce que vous vous souvenez qu'un messie, c'est un roi. C'est-à-dire, chez nous, on n'appelle pas le messie, on n'a pas le droit, on doit l'appeler Amelech HaMashiach, le roi messie, parce qu'il est
Mashouach, ça veut dire que c'est un roi légitime. C'est un roi, on en avait parlé, qui est oint. Mashouach, ça vient de Meshcha, ça veut dire de l'huile, en araméen ou en ivrite aussi. Mashouach, c'est celui qui est oint avec de l'huile d'onction. Et donc c'est un roi qui est légitime. C'est-à-dire, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, on a ici donc deux lignées royales, celle de Yehuda et celle de Yosef, dans la mesure où chacun est un leader, un manik. Je vous avais déjà aussi cité le Maharal, qui dit que le mot melech vient du mot molich. C'est-à-dire, c'est la même racine que le mot lech, aller, mais avec le même en plus. Ça veut dire quoi? C'est celui qui fait avancer le peuple, celui qui fait avancer l'histoire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est celui qui a les forces à l'intérieur, par son identité, par ses capacités de faire avancer les choses, et on en a deux. Alors, le point suivant, qui est très important et qui fait référence à mon l'introduction sur l'enseignement de Manitou, c'est que, en fin de compte, dans cette équation Yosef et Yehuda, nous avons deux options. On a l'option Galout et l'option Eretz Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important qu'on va voir ce soir. C'est-à-dire qu'il y a on pourrait dire cette rencontre ou cette dispute ou cette équation Yosef et Yehuda quand on est en exil, il y a cette équation Yosef et Yehuda quand on est en Eretz Israël ou comme dans notre cas quand on revient en Eretz Israël. Maintenant, ce que la Torah nous raconte dans la paracha, c'est, je dirais, l'équation Yosef-Yehuda d'exil. En tout cas, à partir du moment où, bien entendu, Yaakov descend en exil. Et c'est ça qu'on va voir ici. Alors regardez, on va lire ce texte en vitesse pour pouvoir bien comprendre cela et ensuite pour pouvoir continuer. Alors, Vaïssa Israël vechol asherlo, vayavo be'era shava, vaïsbar zvachim lelohe aviv Yitzhak. Donc, quand Yaakov descend en Égypte, il s'arrête à la dernière station d'essence avant la frontière, c'est obligatoire, vous le savez, et c'est toujours à Be'er-Sheva. C'est pas de l'octane, c'est du, je sais pas comment on appelle ça, avec du 7, c'est du septane, machoukazé, mais en tout cas c'est Be'er-Sheva, c'est le puits où il y a le Be'er-Sheva, donc Be'er-Sheva vous savez ce que c'est, et donc il s'arrête avant de descendre en Égypte, et il offre des corbanotes, je ne vous traduis pas comme d'habitude, vous avez la traduction à droite, il offre des zvachim, des corbanotes. Pourquoi c'est des zvachim? Si vous avez cette question, vous regarderez dans Nachmanide, dans Ramban, au Dieu de son père, Yitzhak. Comme nous disons la prière, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Donc, lui, il s'adresse au Dieu de son père Yitzhak. C'est étonnant, parce que chaque fois que les patriarches prient, ils prient toujours à leurs deux pères, c'est-à-dire Yaakov, prie toujours pour éloquer Abraham, éloquer Yitzhak. Il n'y a que Yitzhak qui prie éloquer Abraham, puisqu'il ne peut pas prier à son propre Dieu, mais chez Yaakov, vous reprendrez les textes, c'est toujours avec les deux. Pourquoi est-ce qu'ici, tout d'un coup, c'est que Yitzhak? Ça, c'est la première question. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, regardez, il s'appelle Israël en plus, c'est indiqué. Et ensuite, donc, Vayomer Elohim le Israël. Donc, Dieu lui parle, Bemarot alayla, Vayomer Yaakov, Vayomer Ineni. Et il lui dit, il l'appelle Jacob. C'est étonnant, parce que ici, il s'appelle Israël, et ici, il s'appelle Israël. Vous voyez, les deux endroits. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non. Changement de nom, vous connaissez ces codes-là. Il lui dit, non, c'est plus Israël, Israël, c'est Yaakov, Yaakov. Vayomer, Anochi, Ael, Elohe Avicha. En effet, je confirme, je suis le Dieu de ton père. Altira Mirda Mitzrayma, qui le Goy Gadol Asim Chasham. Or, Yaakov, a priori, Israël, n'est pas parti pour descendre en Égypte, il est parti pour embrasser son fils Joseph. Vous regarderez, c'est marqué ici, Vayomer Israël, dans le Rav Od Yosef Bnichai, Elcha verenu beterem amut, je vais faire un petit tioul, comment ça s'appelle, à Dubaï, non, en Égypte, c'est-à-dire, et beterem amut, avant de mourir, pour embrasser mon fils, il n'a pas du tout l'intention de descendre en Égypte, et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui annonce, tu crois, tu fais un petit tioul pour aller embrasser ton fils, pas du tout, ça y est, c'est parti, n'aie pas peur de descendre en Égypte, c'est une descente qui le goy gadol asim chasham. Ça veut dire quoi? Je te mettrai un grand peuple. Sache que ce qui a été dit à Avraham Avinu, que vous allez descendre en Égypte et que c'est là que le peuple juif va naître, c'est marqué ici. C'est la première fois d'ailleurs que c'est marqué dans la Torah. Même chez Avraham Avinu, vous vérifierez dans le Brit Ben Abtarim, il n'est pas marqué
que le peuple va naître là-bas. Il y a marqué, tu vas descendre, ta descendance va descendre. Mais cette notion du Goy Gadol, qu'on connaît par le Seder du soir du soir de Seder, est annoncée à Kadosh Baruch Hu, à Yaakov Avinu. Il lui a annoncé ici, dans ce verset. Donc, en fin de compte, c'est l'annonce faite à Yaakov que l'exil commence et que ça y est, c'est parti, tu descends en Égypte. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Yaakov. Il lui dit, identité Israël, identité d'Eretz Israël, c'est fini. Maintenant, tu changes de nom de nouveau, tu changes de carte d'identité, tu changes de passeport, tu redeviens Yaakov, c'est-à-dire ton identité exilique. C'est ça ce qui est dit ici. Mais il lui dit, Anochi eredimcha, vanochi alcha gamalo, Yosef yeshit yado alenecha, et ça y est, c'est fini. Et après, en effet, Yaakov descend en tant que Yaakov. Vous voyez, le pasuk suivant, Yaakov, Beersheva, Vissou, Bene Israël et Yaakov Aviem. Il est arrivé jusqu'à Beersheva en tant qu'Israël. Dieu lui dit non, c'est raté, t'es Jacob. Eh bien, il continue à partir de ce pasuk à devenir Yaakov. La seule chose qui est importante, c'est que Akadosh Baruch Hu lui dit Anochi eredimcha, vanochi alcha gamalo, veyosef yashit aliyad elenecha, c'est-à-dire que la Shrina descend avec toi en Égypte. C'est ce qu'on appelle Shrinta Begaluta, que la Shrina avec toi. D'ailleurs, le mot est fort, c'est Anochi. C'est même pas Ani, c'est Anochi. T'inquiète pas, il y a de quoi s'inquiéter. Tu peux t'inquiéter, mais je serai quand même toujours avec toi, le Anochi. Je descends avec toi, Vanochi Alcha Gamalo. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit deux fois Alcha Gamalo? C'est qu'il y en a que je vais faire monter à Alcha, et il y en a qui ne veulent pas monter. Alors je vais les appeler au téléphone pour leur dire de monter. Allô? Vous avez vu, c'est marqué ici, Gamma, allô. Je vais leur dire de monter. C'est-à-dire, donc, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il ramène les Juifs en Eretz Israël. Et ce qui est donc intéressant là-dedans, c'est que on s'est demandé pourquoi est-ce que c'était les dieux de son père Yitzhak. Alors, il y a une idée profonde qui sont liées à l'identité de Yitzhak par rapport à Yosef. On a vu que Yitzhak, dans les patriarches, c'est celui qui est du côté de la Gvoura, qui est du côté du champ, qui est du côté de l'extériorité d'Israël, et c'est de ce point de vue-là la même chose que Yosef. C'est pour ça que Yaakov s'adresse à son père Yitzhak quand il va chez Yosef. Ça, c'est une parenthèse, mais il y a un pshat beaucoup plus simple qui est amené par le Sforno, que vous connaissez sûrement, et qui est amené aussi par Manitou dans Kemitziot, que le premier qui s'est arrêté à Beersheva alors qu'il y avait une famine pour descendre en Égypte, c'était Yitzhak. C'est-à-dire, Avraham Avinu descend en Égypte sans s'arrêter à Beersheva. Par contre, Yitzhak s'arrête à Beersheva avec ses valises en se préparant à descendre en Égypte puisqu'il y a la famine. Et qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Il lui dit Altered Mitzrayma, ne descends pas en Égypte, Gourba Retzazot, reste habité dans ce pays, le pays de Gaza, c'est-à-dire, et t'inquiète pas, ça va bien gazer pour toi, tout ira bien, et c'est comme ça qu'il a fondé Me'acharim, puisqu'on sait qu'il a semé dans cette année de famine à Gaza, à Grar, c'était dans la région, et qu'il a reçu 100 fois plus de récoltes que ce qui était prévu. Donc, Yitzhak Avinu ne sort pas d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne sors pas, même s'il y a de la famine, tu restes en Eretz Israël. Et c'est cette référence qui est cette référence en allusion ici. C'est-à-dire, pourquoi il offre? C'est qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce que mon histoire, c'est l'histoire de Yitzhak qui va rester en Israël, ou est-ce que mon histoire, c'est l'histoire d'une redescente en galoute maintenant? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, change de nom, tu t'appelles Yaakov parce que tu descends en galoute. Vous avez compris? Et ça, c'est un enseignement extrêmement important. C'est par là que je voudrais donner cette idée, c'est que l'équation de l'histoire du peuple juif en tant qu'histoire, en fin de compte, des enfants d'Israël, donc de Yosef et de Yehuda, a deux options. L'option Yitzhak de rester en Israël et l'option de maintenant, de descendre en Égypte. Donc, il y a deux équations possibles de cette identité de Yosef et de cette identité de Yehuda et de leur rencontre tous les deux ensemble. Voilà, ça c'était le premier enseignement qu'on a fait maintenant dessus. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, surtout dans le cours, dans les deux derniers cours, c'est ce que j'ai dit au début, cette difficulté de réussir l'unité entre les deux, entre Yosef et entre Yehuda. Et cette difficulté, elle est tout d'abord parce que
c'est ce qu'on appelle une malchoute, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, Amalor timloch alenu, c'est-à-dire quand les frères lui disent « tu crois que c'est toi le Melech », alors que nous, on a un autre Melech qui est, de notre point de vue, Yehuda, c'est-à-dire Yehuda Ya'ale Batechila, c'est-à-dire c'est celui qui représente une option, l'option essentielle, d'ailleurs la première de royauté, c'est celle de Yehuda. Donc, toi, Yosef, tu ne peux pas. Et sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on en a déjà parlé, puis il y a beaucoup de choses qu'on aurait à dire dessus, le problème, c'est que chacun voit le danger de l'autre. C'est ça qui est très important. Alors, je voudrais dire en 2 mots cela. C'est-à-dire que s'il y a exclusion, c'est tout d'abord au niveau positif, parce que chacun se connaît comme une identité, on pourrait dire presque absolue des choses. Et deuxièmement, parce que chacun voit dans l'autre un danger potentiel extrêmement important. Alors, le danger qui se trouve chez Yosef, il est double. Le danger qui se trouve chez Yosef, il est double, et c'est là-dessus qu'a insisté Manitou, surtout quand on est en situation d'exil, mais pas seulement. Même quand on est en situation de Géoula, mais quand on est en situation d'exil, il est absolument complètement néfaste, et je vais le dire quand même en 2 mots, parce que c'est une analyse très importante, c'est que le danger que voient les frères dans Yosef, et qui est la raison pour laquelle ils l'ont condamné à mort, parce qu'ils ont considéré qu'il était au niveau, on pourrait dire au niveau idéologique, il était Rodef. Rodef, c'est-à-dire et on l'avait déjà vu, c'est qu'il mettait en danger le projet Israël. Et pourquoi ? Parce que son messianisme en galoute, et je précise en galoute, c'est un messianisme qui s'associe avec l'empire du temps, c'est avec la civilisation du temps, et il croit qu'il va permettre, ça c'est les mots de Manitou que vous connaissez, il va permettre à la civilisation d'être fertilisée par le génie d'Israël et qui passe par le génie de Yosef. C'est celui qui est le ferment qui va permettre à la civilisation égyptienne, dans ce cas-là, mais dans toutes les civilisations d'histoire, à la civilisation de réussir. Et comme vous disiez, on disait toujours des Yosef qui ont traversé l'histoire des civilisations et qui ont fertilisé les civilisations, on en a trouvé dans toutes les générations, jusqu'à dans la famille de Trump et de Biden, etc. Vous le savez, il y en a partout. Et c'est un des points essentiels. Or, les frères, Yehuda et ses frères, considèrent que c'est un projet qui est extrêmement dangereux et extrêmement, néfaste pour l'histoire du peuple juif, pour 2 raisons. La première raison, c'est le risque de perte d'identité, ce qu'on appelle l'assimilation. Parce qu'à partir du moment où tu te mets au service de la civilisation, tu changes ton nom. Au lieu de t'appeler Yosef, tu t'appelles Tsofnat Paraneach. Oui. Au lieu d'être habillé comme un juif, tu es habillé comme un égyptien. Tu n'as plus la barbe. Vous vous souvenez que ses frères ne l'ont pas reconnu parce qu'il n'avait plus de barbe. Ou il avait une barbe égyptienne comme ça, le petit machin de Toutankhamon. Et puis, il se marie avec une femme qui est officiellement la fille de Poutiféra. Elle s'appelle Osnat, c'est aussi un nom égyptien. Et son père adoptif, il s'appelle Poutiféra. Et sa mère adoptive s'appelle Poutiféra. Et Yosef aurait risqué d'être lié avec Madame Poutiféra elle-même, donc assimilation totale. Donc, ça c'est la raison pour laquelle ce danger fait que les frères disqualifient cette option. Ça c'est la première, c'est l'assimilation. La deuxième, c'est la phrase de Manitou qui disait que tous ces essais, tous ces projets messianiques dans l'extériorité, dans la civilisation du temps, se soldent systématiquement par un échec. Il le répétait, pour que les Juifs ne perdent pas leur mémoire et ne s'imaginent pas que de notre temps, ça sera possible dans tous les pays où ils se trouvent. Alors ça, c'est, on pourrait dire, le danger qui explique pourquoi Yehuda et ses frères disqualifient le projet messianique de Yosef. Alors maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a dans Yehuda, il y a ce qu'on appelle, par exemple, dans l'expression que le Rav Kook utilise, Am levada dishkon ou vagoim lo yitrashav. C'est-à-dire que dans la bénédiction de Bilam sur le peuple juif, il y a le fait que c'est un peuple qui habite tout seul, qui ne tient pas compte des nations, qui dans son authenticité spirituelle est complètement coupé de toutes les autres nations. C'est-à-dire qu'il est uniquement concentré dans son projet
personnel, dans son projet spécifique, dans son projet spirituel, et il se coupe de tous les autres, il ne ressemble en rien aux autres. Et ça, c'est le danger de Yehuda. Et c'est ça que Yosef voyait dans l'exclusion, dans l'autre sens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une exclusion dans les deux sens, c'est ça qu'on veut vous dire. Mais je voudrais rajouter le troisième point, qui est donc le danger du pérout. C'est-à-dire qu'au-delà du danger de l'exclusion de chacun, il y a ce qu'on a parlé depuis le début, le danger de la séparation entre les deux. C'est-à-dire que dans notre défi d'histoire, il faut que chacun reconnaisse à l'autre sa valeur et que grâce à ça, il y ait aussi possibilité de reconnaissance d'une possibilité d'unir les deux. Alors pour ça, je voudrais qu'on prenne un très très beau texte, et c'est la Haftara de la semaine dernière. Comme on n'a pas l'habitude chaque semaine d'étudier les Haftarot, donc c'est l'occasion aussi de citer un pasouk. Alors je passe, voilà, c'est dans le livre des rois, livre roi 1, Aleph, Melachim Aleph, 3e chapitre. Et la Haftara qu'on a lue la semaine dernière commence par le fait que Shlomo se réveille d'un rêve. Et les gens pensent que c'est la raison pour laquelle on lit cette Haftara, puisque c'est exactement la même chose que Pharaon, qui est aussi un roi, et Shlomo, qui est aussi un roi, avec le fait que dans la Haftara, tout d'un coup, on a le roi d'Israël, on a Shlomo Amelech. Mais en fin de compte, d'après le Rav Kook, il y a un enseignement beaucoup plus profond. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est quand Shlomo se réveille, il a reçu la sagesse, et comment on nous raconte la sagesse du roi Salomon? Alors, c'est pas Émile Ajar, c'est vraiment la sagesse du roi Salomon, et c'est quoi? C'est que c'est l'histoire de ces deux femmes avec le bébé, vous vous souvenez. Et tous les commentateurs se demandent quelle est cette tellement grande chokhma de Shlomo Amelech d'avoir réussi à dépister la vraie mère et la fausse mère, c'est-à-dire, et comme il est marqué à la fin, que tout le monde, j'ai pas pris ce verset, mais le monde entier a vu la sagesse extraordinaire. Bien entendu que Shlomo a émis d'autres jugements, et souvenez-vous que c'est le seul jugement qui est raconté dans la Bible. On ne nous raconte pas d'autres exemples. Donc, ce n'est pas un exemple. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Nous ne sommes pas intéressés à l'anecdote. Nous sommes intéressés à l'histoire en tant qu'histoire fondamentale de la sagesse du roi Salomon. Alors, reprenons en 2 minutes avec la lecture du Rav Kook dans Oroth Atria. Souvenez-vous que c'est la Haftara de la paracha de la semaine dernière, qui est le paroxysme de la machloket entre Yosef et Yehuda, puisque cette semaine, et c'est pour ça qu'on coupe à cet endroit-là, cette semaine, on est dans la reconnaissance, les embrassades et les retrouvailles, c'est-à-dire, en fin de compte, le shalom qui se fait entre eux. Vayomer Amelech, gizru et hayeled achai leshnaim, utnu et achatzi leechad et achatzi leechat. Vatomer haisha asher bena achai, el Amelech ki nichmeru rachamei al bena, vatomer bi adoni, tenu la et hayalud achai, vamet al temituhu, vezot omeret gam li gam lach lo yeh gezoru. Vous, c'était l'histoire de carottes. Gezoru. Vayan Amelech, Vayomer, Tenula et Ayalud achai, Vamet lo temituhu, I imo. C'est sa mère. Voilà, vous connaissez tous l'histoire. On l'a uniquement relu pour reprendre l'enseignement de Rav Kook. L'enseignement de Rav Kook est extraordinaire. Il parle de la machloket en Israël entre les forces du côté de Yehuda et les forces du côté de Yosef quand on revient en Eretz Israël. Et il dit que celui qui est prêt à accepter qu'il y ait une séparation, qui est un péroud, donc une machloket entre les gens qui sont de cette tendance et les gens de cette tendance, c'est qu'ils font partie de la famille de cette femme dans l'histoire de Shlomo Amelech qui était prêt à couper le bébé en deux. Et donc, ça prouve qu'il ne fait pas partie de la Ouma. Donc, il n'a pas la maternité. Ouma, ça vient de la même racine que M. Il ne fait pas partie dans sa Neshama. Il a un défaut extrêmement grave. C'est que sans doute, il faut vérifier ses origines juives, s'il est capable de dire une chose comme ça. Vous avez compris ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que si si quelqu'un ne comprend pas qu'au-delà des dissensions entre Yosef et Yehuda, entre les différentes factions, que le peuple juif a une seule Neshama Klalit, c'est-à-dire il a une âme collective qui lui donne sa vie. Si quelqu'un ne comprend pas ça, alors il ne comprend pas un des fondements de la Torah les plus essentiels. C'est-à-dire de comprendre que si Dieu est un, le peuple juif est un. Être un, c'est comme un corps.
ça veut dire le corps de la nation, hein, c'est pas les corps aux pieds. Et si il a un seul corps, il a une seule neshama. Et cette neshama unique fait que tu comprends que si on coupe en deux, c'est pas qu'on aura préservé chaque côté et que chacun se débrouillera tout seul, c'est qu'on a tué le bébé. Si on coupe la nation en deux, alors on a impossibilité de vie en fin de compte du peuple juif et au-delà du peuple juif de la Shrina. Et c'est ce qu'on voit très bien, puisque si vous voulez, quand on va remonter dans la paracha, on le voit à deux endroits différents. Un des premiers endroits, c'est ici. Je vais le retrouver très vite. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici, je ne l'ai pas souligné, mais au milieu de la paracha, dès que, en fin de compte, on peut dire dès que les enfants d'Israël arrivent en Égypte, on compte les enfants d'Israël. Et vous vous souvenez que nous sommes 70 par rapport aux 70 facettes de la Torah, les 70 nations du Sanhédrin. Il y a 70, Beshivim Nefesh, Erdu Avotecha Mitzrayma, c'est-à-dire un des nombres essentiels, c'est le nombre des 70 personnes qui sont descendues en Égypte. Vous vous souvenez? Or, le texte nous dit comme ça, Kol ha-nefesh haba le-Yaakov Mitzrayma yotze Yericho milvan neshe bnei Yaakov kol nefesh shishim vashesh ובני יוסף אשר ילדו במצרים נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה 70. Or, qu'est-ce qui nous est étonnant? Il y a marqué kol han-nefesh. Il aurait dû marquer kol ha-nefashot. Toutes les âmes, d'ailleurs c'est en français, vous voyez, total des individus de la maison. Or, en hébreu, c'est pas marqué total des individus, total du nefesh, de l'âme de la maison de Yaakov qui vient en Égypte sont 70. Explication de Rashi et explication aussi très belle du Kli Yakar, c'est qu'il nous fait remarquer que chez Esav, quand il va s'installer dans son pays et qu'on compte les gens qui descendent, alors qu'il part d'Israël, on les compte au pluriel, nefashot, des âmes, donc des individus, et ici on compte un nefesh. Pourquoi? Parce que, comme dit le Kli Yakar, c'est que quand nous sommes 70, nous sommes un seul nefesh. C'est-à-dire que émerge de là l'âme collective du peuple juif, et donc c'est ce qui manquait dans la paracha de la semaine dernière, et c'est pour ça qu'on nous raconte cette histoire dans la Haftara, et c'est ce qui se découvre au moment où il y a la paix qui se fait entre les frères, la fraternité qui se développe. Automatiquement à ce moment-là on peut compter les 70, et quand on compte les 70, à ce moment-là on découvre que nous sommes un seul nefesh, han nefesh, le nefesh du Klal Israël qui est dans ces 70. Je voudrais rajouter encore un mot qui à mes yeux est extrêmement beau là-dessus, c'est amené par Da'ad Zkeni Miba'alet Tosfot, c'est encore un commentaire qui est sur ce passouk et aussi sur le passouk Dalet. C'est que tous les commentaires font remarquer, vous pourrez regarder le Ibn Ezra, le Rashbam, Rashi, etc., c'est que quand on fait le décompte, alors combien il y en a? Il n'y en a pas 70, il y en a combien? Très bien, qu'est-ce que vous avez dit? 68. Oui, 70, 69. Ok, ça a l'air. Il y en a 69. Oui, il y en a 69. Sauf la mère de Moshe qui était dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, c'est l'explication de Rashi, c'est que Yochevet Nolda Ben Achomot, c'est celle qui complète, pour compléter. Il y a d'autres commentaires qui disent que c'est Yaakov qui complète. C'est-à-dire, mais il y a le commentaire que je veux vous citer qui est extraordinaire, c'est que si nous avons appris que Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Ered Imach, que je descendrai avec toi, alors qu'il y en a 69, parce que le 70e, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Ribono Shel Olam, lui-même qui complète les 70. C'est ça l'explication du Da'ad Zkeni Miba'alet Tosfot, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est vraiment 69. Mais vous vous souvenez que quand il y a le Shalom, alors Shrina Benem. Quand il y a harmonie, alors la Shrina réside. Comme il y a eu dans notre paracha la fraternité et l'harmonie entre Yosef et Yehuda, à ce moment-là, la Shrina était là, et la Shrina, c'était le 70e. De plus, vous vous souvenez, c'est que Yaakov Avinu, tant qu'il pensait que Yosef était mort, à ce moment-là, la Shrina s'était séparée de lui,
et il n'avait plus ni de Ruach HaKodesh, et ce qui a marqué Vatechi Ruach Yaakov, c'est-à-dire qu'il revit, il vivait, mais il revit dans la vie véritable, comme dirait Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, d'un juif qui est avec le niveau de vie qui est celui de la Shrina, c'est-à-dire la présence sur lui. Et pour ça, alors c'est ce Hanefesh, c'est ce 70e qui est au-dessus de tout. Alors on va continuer dans l'étude de ce qu'on a appris maintenant, et le fait que donc le but de quelle heure il est tard. Donc je vais essayer de terminer. Tout d'abord, voir que un pasouk au tout début de la paracha en plus pour nous montrer tout cela. Et aussi le point important, c'est au tout début le premier pasouk de la paracha qui nous dit Vayigash elav Yehuda vayomer bi Adoni yadaber na'avdecha davar beozne Adoni val ichar apecha be'avdecha ki kamocha kefaro. C'est-à-dire que toute cette rencontre aujourd'hui qui va se terminer bien, c'est comme nous l'avons dit, le fait que nous avons deux identités extrêmement fortes qui sont l'un en face de l'autre et qui sont capables en même temps de se lier ou en même temps de s'autodétruire. Et c'est ce que dit le Baal HaTurim, le fait, et Manitou le citait, c'est que les Sofetevot, les trois dernières lettres du début de la paracha, donc qui nous donnent la carte d'identité de la paracha, vous voyez, je l'ai mis en lettres d'or, Vaïgash Elav Yehuda, c'est Shavé, vous voyez, Shin Vav E, Shavé. Et le Baal HaTurim dit, c'est ce qu'a dit Yehuda à Yosef, sache que même si tu crois que toi, tu es le roi ou le vice-roi, il y a un vice parce que moi aussi je suis roi et nous sommes Shavim. C'est-à-dire nous sommes tous les deux des rois et c'est la rencontre entre deux royautés. Et avec en plus un reproche, parce qu'il ne sait pas encore que c'est Yosef Hatzadik, il lui dit Ki kamocha keparo. Parce que ton projet de royauté, ce n'est pas le projet de Yosef, c'est à l'herdé du projet de Paro. C'est-à-dire tu te prends pour un roi, mais tu as l'air, en fin de compte, tu es devenu un roi égyptien, Kamocha Keparo. C'est-à-dire, et c'est comme ça que ça commence, mais en fin de compte, comme nous avons dit, la finalité des choses, c'est cette réussite du projet, et que sur les traces de Manitou, je voudrais quand même dire que c'est le projet de la fraternité. C'est-à-dire, pourquoi on le dit ça? On le dit comme ça, c'est parce qu'on a vu que ça a commencé par l'échec de la fraternité entre deux frères qui sont Caïn et Avel, qui continue avec Yitzhak et Ishmael et avec Yaakov et Esav, qui sont des frères, et qui va réussir comme projet de fraternité entre Yosef et Yehuda. Et en effet, le mot-clé de tout, c'est le mot de Ach, le mot de frère, qui est celui qui est raconté. Et Manitou disait d'ailleurs que cet enseignement, il avait reçu il l'appelait Jacob Gordin, Rav Yaakov Gordin, Zatzal, et c'était la base de son enseignement, c'est que le mot-clé, c'est le mot Ach, et que ce mot, après l'assassinat de Hevel par Caïn, jusqu'à Avraham Avinu, disparaît de la Torah, sauf dans deux exceptions qui s'expliquent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de projet de fraternité possible, le mot lui-même disparaît, et c'est le mot qui apparaît le plus dans notre paracha à partir du moment où, chapitre 45, le dénouement se fait. Alors je l'ai souligné en vert. Je saute les psukim où c'est pas marqué. Vayomer Yosef elechav ani Yosef aod avichai velo yachlu echav la'anot oto ki nivalu mipanav. Vayomer Yosef elechav geshuna elai vaigashu. Vayomer ani Yosef achichem asher mechartem oti mitzrayma. Bien que vous m'avez vendu, je suis fidèlement resté votre frère et je vous reconnais comme mes frères. Donc la fraternité est là. Vatal teatzvu, etc. Tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là. C'est toute la compréhension que Dieu l'a envoyé pour les sauver dans la famine. C'est ce qu'on appelle l'esprit de famine. Vayenachek lechol echav vayev kalehem ve'acharechen dibro echavito. Donc jusqu'à maintenant, lui les reconnaît comme frères, ce qu'on avait vu déjà dans la semaine dernière. Vayeker Yosef et Echav vem lo ikiru. Il les a reconnus comme frères alors que eux, jusqu'à maintenant, ne les reconnaissaient pas. Et Baruch Hashem, dans notre paracha, nous voyons que cet effort depuis la création du premier homme réussit. Vacherchen dibru echav ito. Donc, ils reconnaissent aussi cette fraternité vis-à-vis de lui. Va kol nishma bet parole mort baou ache Yosef
Veitav bene paro vene avadav. Incroyable. Parce que, comment est-ce que la voix de cela a été entendue dans la maison de Paro, alors que, quand il se révèle à eux, il a sorti tout le monde. Il a dit Otsiu kol ish me'alai. Il ne voulait pas que tout le monde. Alors comment est-ce que le monde entier, toute l'Égypte a entendu? C'est parce que l'Égypte a entendu que le projet de fraternité avait réussi en Israël. Et si l'Égypte l'entend, si les nations l'entendent, alors ils peuvent que savoir que ce projet réussira dans l'histoire universelle. Ve'akol nishma ba'u ache Yosef vayomer parol Yosef emor el achecha zot asu ta'anu et beichem, etc. Donc c'est le dernier passage que j'ai pris dans notre paracha pour montrer ce chidouche, cette nouveauté qui est ici à propos de cela. Et c'est ça que j'ai dit au début du cours quand j'ai parlé de surimpression. Et maintenant je vais l'expliquer et je continuerai Bezrat Hashem la semaine prochaine dans la paracha de Vayechi. Si le livre de Bereshit se termine avec cette histoire et qu'on ne commence pas l'histoire de l'exil, c'est qu'en deuxième lecture du livre de Bereshit, c'est que le livre de Bereshit n'est pas l'histoire de l'échec de la descente en Égypte, c'est l'histoire de la réussite du projet de la fraternité en Israël avec Yosef et Yehuda, et à ce moment-là peut commencer l'histoire du collectif. C'est-à-dire que c'est parce que, jusqu'à la fin de Parashat Vayechi, le projet messianique de l'unité entre Yosef et Yehuda a réussi au niveau de l'individu, qu'il peut commencer en tant que collectivité avec toutes les difficultés et les affres de 4000 ans d'histoire. Vous avez compris? Ce qui a pris, on pourrait dire, 200 ans entre Abraham et la fin du livre de Bereshit, peut-être un peu moins, je n'ai pas compté les années, c'est entre l'histoire d'Abraham jusqu'à la fin des fils de Jacob, c'est non pas l'histoire d'une descente en Égypte, c'est l'histoire de la réussite en deuxième lecture, et c'est ce que j'ai dit au début d'introduction, c'est l'histoire de la réussite du projet messianique au niveau des Havot, au niveau des individus et des Havot, et c'est très important parce que c'est une lecture optimiste de la fin de l'histoire de Vayeshev jusqu'à la fin de Vayechi, c'est que l'histoire du projet de l'humanité et de la fraternité dans l'humanité, si elle a réussi en Israël avec cette équation spécifique qu'on a déjà étudiée depuis le début de ce livre entre Yehuda et entre Yosef, G and G, à ce moment-là, cette histoire va pouvoir réussir au niveau du peuple juif et in fine aussi au niveau de l'humanité entière. Alors, dans les quelques minutes, les 6 minutes qui nous restent, je vais peut-être fermer le screen pour qu'on puisse se voir encore mieux. Excusez-moi, puisqu'on a fini l'étude dans le texte. Ah non, on ne l'a pas fini. Bon, je le rouvrirai dans quelques minutes. Mais en fin de compte, quelle est notre lecture de cette histoire de notre temps? Alors, je voudrais vous donner en vitesse les 2 points essentiels. Le premier point, c'est l'option Galout. Vous vous souvenez qu'on avait vu, quand on arrive à Beersheva, il y a 2 flèches. La flèche Yitzhak, tu restes en Israël, et la flèche Yaakov, tu descends en Égypte. Donc, il y a 2 équations. Dans l'équation de Yosef et de Yehuda en Égypte, en fin de compte, il y a le constat, c'est ce qu'on avait vu, c'est un constat d'échec. Et je voudrais analyser l'échec à 2 niveaux, et c'est par là que je vais aussi introduire l'histoire du Distevet. C'est-à-dire qu'il y a l'échec de Yosef, et là, il y a l'échec de Yehuda. L'échec de Yosef, on le connaît aujourd'hui. C'est que, premièrement, le danger de l'assimilation, c'est le premier, et malheureusement, nous savons que ce projet, il continue à courir dans le peuple juif, et avec cet échec total, cet échec terrible depuis le début de l'émancipation, de tous ces pseudo-Yosef, comme disait Manitou, qui se prennent pour Yosef en Égypte, qui s'imaginent qu'ils vont sauver le monde en étant à l'intérieur de la civilisation, et l'histoire nous a encore montré jusqu'à la Shoah combien ce projet est voué à l'échec, et il sera toujours voué à l'échec. Le deuxième point qui est important là-dessus aussi, au-delà du problème de l'assimilation, c'est justement cette catastrophe. C'est-à-dire, c'est les 2 points. D'un côté, l'assimilation, de l'autre côté, la catastrophe de ce projet qui ne veut pas réussir et qui, dans la sortie d'Égypte, d'ailleurs, a montré qu'il fallait arrêter ce projet, il fallait stopper, et c'est ce qu'a fait Moshe. Maintenant, le deuxième point, c'est le projet Yehuda. Quand Akadosh Baruch Hu envoie Yehuda, et c'est dommage, on n'a pas le temps de tout faire, bon, on va le garder pour l'année prochaine,
parce qu'il y a énormément de textes aussi dessus. Vous vous souvenez que Yaakov envoie Yehuda en Goshen. Et Yosef a tout un subterfuge pour, en fin de compte, convaincre Paro que ses frères restent en Goshen. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont fondé le premier ghetto de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie claire que quand on est en Égypte, Yosef est dans la cour du pharaon, il se trouve à Versailles, mais Yehuda se trouve au Pletzel, ou au Shtetl, ça revient au même, ou dans le Melach, pour ceux qui aiment les choses plus épicées, le Melach, le Pilpel, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans l'histoire de Yehuda passe par le ghetto, par l'histoire du ghetto. Et c'est comme ça qu'il est protégé en fin de compte. Le ghetto qui, après l'émancipation, a été considéré comme en fin de compte, une option néfaste, elle n'est pas si néfaste que ça. On a souffert, mais l'assimilation, c'est une plus grande souffrance peut-être pour le peuple juif, la disparition de tous ces juifs. Les souffrances qu'on avait dans le ghetto, je parle du ghetto de Venise ou du ghetto, je sais pas, en France, en Alsace, etc. Ces ghettos, il y avait souffrance, mais il y avait au moins le fait que le peuple juif, comme en Goshen, était entre lui, était protégé, continuait à être dans la Torah, et ça c'est l'option, je vous ai dit, option Yehuda en Galout et option Yosef en Galout. Et comment c'est relié avec le Distevet? Eh bien, c'est relié de manière incroyable. Pourquoi? Parce que chaque année, pratiquement, c'est très rare que le Shabbat qui suit le Distevet n'est pas notre paracha à nous. Et je suis toujours impressionné par cela. Parce qu'en fin de compte, il fait le lien entre trois choses. Le fait que sur les 4 jeûnes, sur la destruction du temple, celui qui est le moins compréhensible, c'est celui du Distevet. Pourquoi? Parce que c'est le début du siège. Et alors, s'il n'y a pas prise de Jérusalem, s'il n'y a pas chute et destruction du temple, s'il n'y a pas dispersion du peuple juif, en quoi le début du siège, du Matzor, est tellement important pour justifier un jeûne? Alors je connais, il y a d'autres réponses, mais je vais vous proposer une réponse historique. C'est qu'en fin de compte, le siège de Jérusalem, c'est le ghetto de Varsovie. C'est-à-dire que c'est le fait que dans l'histoire arrivent des temps où on est encerclé par les goïms et que c'est le début de la fin et que c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que c'est pour ça, selon mon explication, c'est pas l'explication officielle de la Rabbanout, mais que de mon sens, c'est ça le sens profond du lien entre Yom HaKadish HaKlali et entre le Yom HaKadish HaKlali, c'est-à-dire le jour qui mentionne qui rappelle la Shoah, c'est ce soir et demain, et le jour du siège sur Jérusalem. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de vraiment terrible dans la Shoah, c'est que les nazis, Marshema Vezicham, ont réussi à nous enfermer dans les ghettos, et c'est le point que je voudrais rajouter qui est le plus important. C'est que de même que le ghetto de Goshen, qui au début était un ghetto qui était du gâteau, c'est-à-dire c'était extraordinaire, le meilleur endroit d'Égypte, vous savez, le meilleur endroit, et qui s'appelle aussi dans notre paracha, on n'a plus le temps, mais vous retrouverez les psukim, qui s'appelle de 2 noms, Goshen et Ramsès. Et pourquoi c'est très important de l'appeler Eretz Ramsès? Parce que c'est Ramsès qui devient ensuite ces villes qui sont les villes de l'esclavage, Pitom et Ramsès. Vous vous souvenez? Vaïvnu Arem Iskanot le Paro et Pitom Vet Ramsès, qui sont les lieux de l'esclavage. Ça veut dire quoi? Relisez votre texte. C'est que c'est Eretz Goshen, le ghetto qui était la promesse pour Yosef, que le peuple juif, en tant qu'option Yehuda, pourrait vivre en paix et indépendant dans son identité en Égypte, qui se transforme en cauchemar de cet esclavage en Égypte qu'on appelle Pitom et Ramsès, et c'est Arem Iskenot. C'est exactement le même endroit. Yosef, qui promettait d'être le nourricier de l'Égypte, eh bien Paro, non pas de Yosef ou Paro de l'esclavage, dit, eh bien vous allez continuer à nous nourrir, mais non pas comme Yosef en étant au palais, mais dans l'esclavage des camps de concentration de l'Égypte de cette époque-là. Et c'est exactement l'histoire de la Shoah. L'histoire du peuple juif en exil s'est terminée avec la Shoah parce que le ghetto qui était notre protection est devenu le ghetto de notre extermination. Et c'est ça l'histoire de Eretz Goshen. Et je dirais que l'option de Yehuda, de même que l'option de Yosef est vouée à l'échec en Égypte, l'option de Yehuda est aussi vouée à l'échec en Égypte parce que l'option du ghetto, c'est une option qui est peut-être valable temporairement, ce qu'on appelle dans le temporaire de la gourbe Eretz Mitzrayim, mais que quand on s'installe là-bas,
cette option devient un cauchemar. Et c'est valable aussi pour le sentier. Ce n'est pas les sentiers du Seigneur, ce qu'on appelle Orach Tzadikim, les voies du Seigneur, et c'est valable pour partout. Cette option et cette option, celle de Yehuda et celle de Yosef, sont vouées à l'échec en fin de compte dans l'histoire de la Galoute. Et il est interdit de les reproduire quand on revient en Eretz Israël. On ne reconstruit pas des ghettos en Eretz Israël et on ne reconstruit pas le modèle de Yosef quand on vient en Eretz Israël. Alors je vais terminer par cela. C'est que l'option de Galoute est terminée, mais le projet d'unité va réussir. Parce que le projet de l'unité entre Yosef et Yehuda, c'est ici qui se réalise, c'est en Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle le projet de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben Yehuda. Mashiach ben Yehuda, c'est le judaïsme authentique, pas de ghetto, du retour en Eretz Israël, Torah Eretz Israël. Et le Mashiach ben Yosef, vous le savez, c'est celui qui ressemble aux nations, qui se conduit comme un homme, Oel Shiken Ba'adam, c'est-à-dire qui est l'identité d'Israël dans laquelle on est en connexion avec les autres nations, dans laquelle on est, on pourrait dire, en normalité d'une nation normale, que Chol Ha'amim, comme toutes les autres nations, avec toute la Asiya, Maaseh, comme on avait vu, Kol Asher ou Oseh, Hashem Asier Beyado, Oseh Esav, mais Yosef Hatzadik, c'est-à-dire le monde de l'action, le monde qui est ouvert vers l'extériorité, le monde qui peut s'identifier avec l'extériorité, les autres nations, mais qui est spécifique dans notre pays et qui doit être en harmonie, en fraternité avec celle de Yehuda et les deux ensemble, et c'est à ce moment-là que le projet. Et dans ce projet messianique, la promesse qui a été faite dans la fin du livre de Bereshit, c'est que dans notre temps à nous, ce projet de fraternité entre les deux, non seulement peut réussir, mais doit réussir. Et même si aux informations, on nous montre tous les jours comment est-ce qu'il ne réussit pas, et c'est vrai qu'il ne réussit pas tellement toujours à tous les coins de rue, c'est-à-dire, mais la promesse de Akadosh Baruch Hu de la fin du livre de Bereshit nous dit qu'il va finir par réussir, et c'est ça qui nous importe dans notre lecture en Eretz HaKodesh de la lecture de ces parachiotes. C'est ça que je pense qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de l'échec du projet messianique en exil. Mais pour nous, c'est vrai qu'il est encore important, mais pour nous, nous sommes dans le positif de la possibilité de la réussite de ce projet. C'est cette surimpression dont je parlais. Et je vais terminer donc en reprenant notre texte avec la Haftara de cette semaine. Et la Haftara de cette semaine, puisqu'on a vu la Haftara la semaine dernière, autant la Haftara la semaine dernière nous soulignait le danger de cette séparation entre les deux, autant la Haftara de cette semaine nous raconte le projet de réussite. Vous la connaissez sûrement, mais on est obligé de la lire parce que c'est absolument extraordinaire. C'est ce qui a marqué dans Yechezkiel, chapitre 37. Vayid var Adonai elai lemor, vata ben adam, kach lecha etz echad uchtov alav liYuda velivnei Israël chaverav, ulekach etz echad uchtov alav liyosef etz Ephraim vechol bet Israël chaverav. Donc on prend deux bouts de bois. Comment il traduit? Une souche, bof. Ouais. Une pièce de bois, oui, ça va. Prends une pièce de bois, mais etz, ça peut être aussi un arbre. C'est-à-dire, ça peut être un arbre entier. Prends un arbre ou prends une branche ou prends un morceau de bois et tu inscris dessus Yosef et de l'autre côté Yehuda. Vekarav otam echad el echad lecha le etz echad vayu le achadim beyadecha. C'est-à-dire qu'il y a un projet que les deux seront réunis ensemble. Vekasher yomru elecha bnei amecha lemor. Alors, de quoi tu nous parles? On n'a pas vu aux informations ce soir. Daber alehem ko amar Adonai Elohim. Hine ani lokach et etz Yosef asher biyad Ephraim veshivtei Israël chaverav venatati otam alav et etz Yehuda vasitim leetz echad vayu lechad biyadi. Voilà. Et le Gaon de Vilna dit plus, parce que dans le premier pasouk, c'était vayu lechadim biyadecha, ils seront un dans ta main à toi, c'est-à-dire unité politique rationnel. Mais en fin de compte, ce sera fini par une unité dans la main de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui-même garantit que cette unité, c'est la réussite du projet de Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous dire encore une dernière idée, parce que c'est déjà, j'ai fini, que j'ai eu aujourd'hui, c'est que si on traduit Etz, Etz, dans l'histoire commence par deux Etzim, par le Etz Hadaat Tovara et par le Etz Hachaim. Yehuda Etz Hachaim, Yosef Etz Hadaat Tovara, Daat, la science, la compréhension des choses, le fait de passer par le mal, de l'expérience, par l'extériorité pour arriver, et que quand ce tikkun se fait, alors on fait le tikkun,
on fait la restauration de toute l'histoire, non seulement de Caïn, de Hevel et de la fraternité entre les hommes, mais aussi celui du Etz Hadat et Etz Hachaim, c'est-à-dire du projet initial de Dieu dans toutes ses dimensions. Toda Rabba, et je peux déjà vous dire du coup aussi Shabbat Shalom. Alors si vous avez des questions, Toda. vous êtes invités à les poser. Toda Rabba. Toda Alors, Rabba, Rabba. nous-mêmes. Toda. Donc, si vous avez des questions, Toda. Bevakasha. Juste un Non. point qui rajoute dans votre sens magnifiquement votre très belle démonstration, c'est que Joseph Rabba. dit, quand il est à Dothan, je cherche mes frères. Nachon, absolument, oui, absolument, absolument. C'est ça, ce mot extraordinaire de Ach qui nous suit, qui nous accompagne dans tout ce texte. Absolument, Chazak ou Baruch, Shkoyer, comme on dit chez nous. J'ai dit Chazak ou Baruch, mais Trik, c'est plutôt Shkoyer. Alors, quelqu'un d'autre veut poser une question? Non, les Chaim. Oh, non, non, Ah, le Chaim, parce que tu trinques avec l'autre, c'est ça, c'est ça. J'ai compris, oui. Alors, qu'est-ce qui veut dire encore quelque Oui, chose? Daniel. Oui, Daniel. Daniel. Oui. Rav, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec la fraternité entre Moshe et Aaron? Absolument. Mais on peut le faire. Oui, on peut le faire, oui. Absolument. Et j'en parlerai la semaine prochaine si j'oublie pas, Bezrat Hashem. C'est d'accord. Sinon, rappelez-moi pendant le cours d'y faire référence. Toda Rabba, Beseder. Mais il y a une mesure de réconciliation entre Jacob et Esav, mais c'est une fausse réconciliation. Qu'est-ce que vous avez dit, Claude? J'ai pas réussi à tout entendre. J'ai dit que cette notion de réconciliation des frères commence à être amorcée entre Jacob et Esav. Ah, aujourd'hui? Esav se retire. Non, je parle dans le texte qu'on avait vu avant. Ah oui, d'accord. Mais sauf qu'il était repoussé au temps messianique. C'est-à-dire que Rashi a dit que ce qu'on avait étudié, c'est Valou Moshim Berson Ishpot et Taresa Vaïtalachem Memloucha. C'est Rashi disait jusqu'à ce que je vienne vers vous à Seir. Et Rashi nous dit, c'est-à-dire que c'est vrai que même cela, l'unité entre Yosef et Yehuda, elle est, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que comme j'ai dit, le fait que l'Égypte a entendu, quand nous réussirons à l'intérieur, même si c'est dans une pièce fermée où les goïms ne savent pas comment on a réussi, ils l'entendront. Et à ce moment-là, ça permettra aussi le projet messianique universel de réussir. De ce point de vue-là, je n'avais pas le temps, donc je le dis en une seule phrase, rajouter un point qui est très important dans l'enseignement de Manitou, c'est que Manitou, en fin de compte, proposait aux chrétiens de devenir ce Yosef d'exil qui, pour nous, est un échec, mais qui, pour eux, est l'option de leur réussite. Alors, ça, vous le regarderez dans tous les enseignements de Manitou, dans la parole et l'écrit. Dans les deuxièmes parties, vous avez énormément, et puis tous ceux qui ont connu tous les dialogues de Manitou avec les chrétiens, on en a déjà parlé une fois, c'est très important. C'est-à-dire que l'option Yosef d'exil, c'est ce qu'on appelle Saint Joseph. C'est le père de l'autre. Et c'est Jojo. Et donc, ça, c'est pas du tout négligeable. Je n'ai pas voulu en parler, et c'est aussi encore un sujet à développer une autre fois. Quelqu'un d'autre veut? Oui, moi, je veux rajouter qu'en fait, je parle pour Yosef, je pense que Yosef n'était pas responsable de son descente en Égypte, tout ce qu'a rapporté après. Il n'était pas responsable. Qui était responsable alors? Ben, c'est ses frères, lui, il s'est retrouvé en Égypte il était pas obligé de. C'est pas lui on l'a poussé à aller en Égypte. Oui, tout à fait d'accord. Mais dans le fond, dans cette lecture, c'est Akadosh Baruch Hu qui est responsable. Yosef était responsable d'avoir joué son rôle de manière trop rapide et trop agressive, puisqu'il a suscité la jalousie de ses frères, c'est-à-dire parce qu'il croyait dans ses rêves. Et c'est l'histoire qui a fait qu'il fallait passer par là. C'est le secret de l'histoire. Mais je voudrais ajouter quand même un très bon point, puisque vous l'avez dit sur un enseignement que j'ai vu du Rav Kook dessus, qui dit que vous vous souvenez, il y a eu l'option de Shimon et Lévi de tuer Yosef, il y a l'option de Rouven de le sauver, et l'option de Yehuda de le vendre. Et le Rav Kook explique ça comme ça, c'est que Yehuda dit, puisque son rêve, c'est d'être Messie en Égypte, eh bien, on n'a qu'à l'envoyer en Égypte et on va voir s'il va réussir. Ça, c'est l'enseignement de Manitou et j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'il a dit, Ma Betsakinarog. On va le tuer pour éliminer son projet. Eh bien, envoyons en Égypte et voyons s'il va réussir ce projet ou s'il ne va pas le réussir. C'est une très belle explication. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut? Oui. Oui, Michel. Salut Michel, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Justement, c'est exactement le problème que je voulais soulever. Yehuda n'a jamais voulu descendre en Égypte. Yehuda, son projet, c'était de faire le Ham Israël en Eretz Israël. D'accord? Donc, en fait,
le fait que tu dises que Goshen, c'était d'abord l'idéal et ça s'est transformé en ghetto, alors est-ce qu'on ne devait pas partir avant que ça devienne le ghetto? Oui, bien C'est-à-dire, en entendu. fait, tout le phénomène de la Shoah, etc., c'est parce qu'on n'est pas parti avant. Absolument. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait poussé à Kadosh Baruch Hu. Je ne comprends pas le moment entre le moment du ghetto et la fin de la galoute. Il y a un temps que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vais donner deux réponses. La première réponse, c'est qu'au moment où on nous a ouvert nos ghettos, au moment de l'émancipation, c'était le moment où il fallait revenir en Eretz Israël. Ah, ok. À un moment où on était accepté dans une nation, c'est là qu'on aurait dû comprendre comme Herzl ou comme le Rav Kook, qu'on nous donnait l'option nation et pas seulement, disons que religion, ou pas seulement religion, c'est-à-dire, disons, un corps étranger à l'intérieur d'une autre nation. C'est-à-dire que, et au lieu de ça, on s'est installé sur la place de la nation à Paris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et c'est ça la réponse de Manitou en général, mais aussi qui demande développement. Ça, c'est la première chose, si tu veux, les étapes, d'accord? C'est-à-dire que, en effet, le ghetto est devenu un cauchemar parce que, en fin de compte, on nous l'a ouvert et que il s'est transformé donc il ne pouvait plus être qu'un ghetto d'extermination. On pourrait dire les choses de cette manière-là. À part ça, dans la première phrase que tu as dit, c'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés à préparer le cours, c'est que Manitou disait Yehuda Eretz Israël, Yosef Galout, et c'est impossible de dire ça. Parce que dans d'autres enseignements, Manitou disait Yosef, Macher ben Yosef, etc. Donc c'est pour ça que le cours d'aujourd'hui, c'est pour faire, je pourrais dire, les Yehoudati. J'ai rajouté des choses qui ne sont pas dans l'enseignement, c'est-à-dire, comme je dis, on n'est pas obligé d'être manitouphone, on peut rajouter des choses, mais d'essayer de donner une analyse globale. Quand j'ai parlé de l'option Galout et de l'option Eretz Israël, c'est pour faire de l'ordre dans tous les enseignements. C'est-à-dire, voilà. Et comme toi, tu es élève de Manitou, il faut réorganiser les choses, sinon, des fois, on reste avec une seule partie. Yosef demande de ramener ses eaux, donc pour lui, ce n'était pas l'option Galout. Voilà. Il savait que c'était un temps très limité. Voilà, exactement. C'est ce que dit Manitou, c'est que même Yosef, mais c'est à la fin du livre de Bereshit, c'est le dernier passouk de Bereshit, c'est-à-dire c'est le sujet de la semaine prochaine. C'est pas le sujet, mais c'est dans la semaine prochaine, c'est que même Yosef, à la fin de cette histoire des patriarches, et grâce à Yehuda, grâce à l'union à Yehuda, prend conscience que son projet Galout sera voué à l'échec. Et c'est pour ça qu'il dit Pakod ifkod Elohim etrem va'alitem et atzmotai miseitrem. Alors il y a une lecture atzmotai, c'est que le projet Galout, il va devenir des ossements desséchés. Il y a une deuxième lecture, c'est que vous allez me ramener pour qu'on puisse faire Chag ha'atzamot. Chag ha'atzmaout, c'est-à-dire Yom ha'atzmaout, c'est de ramener l'essence, etzem, de Yosef dans son identité hébraïque et israélienne, sioniste. C'est-à-dire, voilà. Toda Rabban ad-Din, Chazak u'Baruch. Quelqu'un d'autre? Alex. Par rapport justement à cette galoute-là, on a l'impression que c'est Kadosh Baruch Hu Birkodo ou Batzno qui la cautionne et qui dit à Yaakov, Ani Ered Imcha, je serai avec toi. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui quelque chose qui pourrait cautionner ceux qui sont aujourd'hui en galoute, de dire ben voilà, hein, Dieu il descend avec nous, il est avec nous où qu'on soit. Alors voilà, d'abord ça me rappelle que tu m'avais posé plein de questions auxquelles j'ai jamais répondu. Je suis désolé, mais il y a 2-3 semaines. Maintenant, c'est pour ça que dans le début du cours, on a étudié l'histoire de Beersheba. C'est-à-dire que, et Manitou le dit très clairement dans Kimitzion, c'est-à-dire que quand tu arrives à Beersheba, tu ne sais pas ce que Dieu il va te répondre. Ou il va te dire tourne à droite, reste ici, ou tourne à gauche, descends en Égypte. Et c'est exactement le problème aujourd'hui du désarroi des Juifs de Galout, ou des Juifs ultra-charedim qui pensent qu'on est encore en Galout. C'est-à-dire qu'ils croient que si on va à Beersheba, Dieu va te dire descendre en Égypte. Descendre en Égypte, c'est ça le sens de l'histoire. Or, il y a deux sens dans l'histoire. Il y a un temps et il y a un temps. Il y a le temps, justement, comme ce soir du Distevet. Il y a le temps où il y a 4 jeunes parce qu'il y a la destruction, et puis il y a le temps où il y a les 4 déjeunes parce qu'il y a la reconstruction. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la Géoula Kima Kima, tous les stades du retour. Et celui qui fait qui a un contresens de l'histoire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire celui qui croit que quand le temps est revenu de monter, qu'il faut faire de l'aller-retour, aller-retour, alors c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il a fait. Parce que justement, et pour finir, moi, par rapport à moi, c'est que les Bnei Ephraïm, au final, qui voulaient revenir, ben, ça n'a pas marché.
Bah, c'était un peu trop tôt, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Yosef voulait dire quelque chose. Bonjour et merci. La cachette. Qu'est-ce qu'on serait allé faire en Égypte s'il n'y avait pas eu la reconnaissance fraternelle? On va là-bas pour être hors la goïm, comme Abraham qui dit Mirina Hotiat, tu connais la blague de Manitou à la douane. Ok, oui, il arrive à la douane, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Non, j'ai une déclaration à faire, ma femme, c'est ma sœur. Il y avait Maud. Et il le dit souvent. Ben, ça veut dire que bon, il va apprendre au pharaon qui prend sa sœur pour femme que ça doit être l'inverse. S'il n'y avait pas eu cette reconnaissance entre Yehuda et Yosef, qu'est-ce qu'on serait allé faire en Égypte? Si ce n'est pas pour leur apporter le message que la fraternité, ça peut se réussir. Absolument. Sauf que le problème, c'est que si tu crois que tu vas le faire entre Pharaon et Yosef, ça va marcher. Tu comprends? C'est-à-dire que si on a à l'intérieur de nos chromosomes du peuple juif, Inéram ben Israël, on a cette réussite chromosomique, puisque quand c'est au niveau des individus, c'est au niveau de la cellule, c'est-à-dire au niveau de l'ADN, à ce moment-là, alors on pourra le réussir. Mais l'erreur, c'est de penser que si on l'a réussi entre nous, on va le réussir entre Yosef et Pharaon, c'est-à-dire ou entre Yosef et Potiphar. C'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le réussisse au niveau national dans notre retour en Eretz Israël pour que les nations puissent prendre modèle et l'entendre. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'ils sont en attente de cette réussite. C'est-à-dire, et à ce moment-là, comme on l'a dans le ADN, on pourra dire Baruch Ata ADN. Et je n'ai pas bien saisi pourquoi est-ce que dire que Yehuda c'est Israël et Yosef c'est l'exil. Non, ça c'est ce qu'a dit Michel, je ne suis pas responsable. Ah bon, alors, où est-ce que ce que tu as dit, c'est quoi par rapport à ça? Non, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que chacun d'eux a une identité d'exil, donc il est intégré dans l'identité Yaakov, comme on l'a vu. Yaakov, d'ailleurs, on pourrait dire Yaakov, c'est Yaakov Prinat Yosef et Yaakov Prinat Yehuda. Et il a une identité, donc, Géoulique, pas exilique, mais de Géoula, qui est Israël, c'est-à-dire l'Israël, d'ailleurs, on l'avait vu dans les études d'auparavant, c'est que c'est quand Yaakov intègre véritablement, revient en Israël et qu'il a intégré ce qu'il a reçu de lui-même et ce qu'il a reçu de Esav, qu'il reçoit le nom d'Israël. C'est-à-dire quand il y a intégration des deux valeurs, ça, il s'appelle Israël. C'est pour ça que l'État d'Israël, par son nom, la terre d'Israël, l'État d'Israël, le peuple d'Israël en tant qu'Israël, c'est le projet de réussite de Yosef et de Yehuda ensemble. C'est-à-dire voilà, je pense que... Bon, de toute façon, on le développe dans d'autres cours. On ne parle que de ça tout le temps, de toute façon. Alors, donc, je pense que... Est-ce que quelqu'un d'autre peut poser une question? Encore? Non, juste faire une remarque. Et ouais, pas faire la sénégoria de Yosef et dire qu'il a réussi en fin de compte. Dans sa vie à lui, il a réussi. Il a sauvé l'Égypte, il a montré hors la Goïm. Et c'est après, à la suite, quand il est mort, que ça a mal tourné. Mais lui, son projet à lui, il a réussi en fin de compte. Oui, alors ça, c'est ce que disait Manitou. C'est que la loi de l'histoire nous dit que ces projets réussissent au début, mais c'est comme un fruit, ils finissent toujours par pourrir. D'accord ? Il devait descendre, de toute façon, il devait descendre, mais le danger, c'est la réussite. C'est le secret de ce qu'ils disent Chachamim Parech. D'ailleurs, j'ai fait allusion avec le ghetto de Goshen, c'est Parech, nous disent Chachamim, c'est que Parech, c'est le travaux forcés. Mais c'est le même mot que Perach, c'est-à-dire la bouche qui était tendre. C'est-à-dire que toute l'histoire de ça, elle commence par cette réussite a priori, mais comme c'est pas ça le projet, et c'est ça qui nous fait qu'on tombe dans le panneau chaque fois, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est pas parce que tu as réussi que c'est ça le projet à réussir. On ne se rend pas compte qu'il finira inévitablement, sauf si on décroche avant, mais c'est jamais arrivé, en tout cas pas au niveau de la nation, au niveau des individus, oui, au niveau de la nation, c'est qu'il amène toujours dans toutes ces catastrophes qu'on connaît, donc de l'oppression ou de l'assimilation ou des deux ensemble. C'est-à-dire. Donc la faillite de Yosef, c'était de croire qu'il pouvait faire quelque chose sans prendre en compte ce qui allait se passer après. En fait. Voilà, exactement. Alors je vais donner un exemple de ça, c'est que le mot de Manitou, j'ai lu Kimitzion, mais vous le retrouvez dans les enseignements oraux, c'est que Yosef considérait qu'il était le ferment de l'Égypte, c'est-à-dire, et le ferment c'est le mot exact, c'est-à-dire que comme on s'occupe du blé, c'est-à-dire, et que Yosef c'est celui qui amène la bracha dans la récolte, vous vous souvenez, c'est le rêve des gerbes,
c'est-à-dire des Halumim ou le rêve de Pharaon. On avait dit la semaine dernière du labourage et de la récolte, pas pâturage. Du labourage, c'est la vache, et ensuite de la récolte, c'est-à-dire Charish Vekatsir, ce qui est marqué dans la paracha, Kien Charish Vekatsir. À ce moment-là, Paro a besoin de quelqu'un qui est le ferment. Le ferment, c'est la mahmetzet. Et la preuve que c'est un échec, c'est que pour sortir d'Égypte, il faut manger de la matzah dans laquelle kol mahmetzet lotochelu. Voilà, ça c'est le rajoute maintenant à propos de ça. Ken, Rav Ackerman. Oui. Déjà, ça m'a fait beaucoup de céder parce que j'ai lu Kimitzion de la semaine dernière et j'étais comme toi, quoi. Je me disais, c'est pas possible de dire que Yosef c'est Galout et Yehuda c'est Géoula, et là, ça m'a mis beaucoup d'ordre. Maintenant, une question que ma femme elle pose. Qui est-ce qui est plus dangereux en galoute? C'est la guicha de Yosef en galoute qui est plus dangereuse ou celle de Yehuda en galoute? C'est à juger, à mon avis, c'est celle de Yosef. Et c'est la raison pour laquelle Yosef dans la galoute, en général, doit être en clandestinité, d'après le Sod. C'est-à-dire que s'il se révèle, il est en danger. Il vaut mieux qu'il reste tout le temps, mais qu'il soit clandestin. C'est pour ça que Yosef, le Mashiach ben Yosef, dans le temps de galoute, n'est pas connu. Parce qu'il doit être en clandestinité parce qu'il est trop dangereux. Mais ceci dit, ça c'est le genre de question à poser au Gdolé Israël. Si tu as l'occasion d'envoyer un mail à Manitou et qu'il pouvait répondre, ce serait bien. Mais disons que je pense que c'est une question qui est au-dessus de mes compétences. Dans la mesure où les deux sont dangereux, je pense quand même que c'est plus dangereux. C'est en galoute, oui. Je voulais faire un petit commentaire. Oui. À ce qu'a dit Madame Saban. Je pense que ce qui s'est produit aussi, c'est qu'effectivement, on peut penser, au fond, une fois que la famine était terminée, on aurait pu repartir. Sauf qu'il y a ce passage qui a été cité et qui dit que quand Hachem dit à Yaakov, je te signalerai quand on revient. Et c'est pour ça qu'il reste. Et donc l'idée que volontairement Yosef aurait dit bon ben on va rester là, c'est très bien. New York c'est mieux que Tel Aviv ou Beersheva. C'est peut-être un problème aujourd'hui. Mais à l'époque, d'après la parole de Dieu, il fallait attendre. Il fallait attendre puisque Dieu dit « je te ferai monter ». Oui, bon, ça c'est un des grands problèmes. C'est-à-dire que comment Dieu est censé le dire? C'est-à-dire, il ne l'a dit qu'au moment de Moshe Rabbeinu. Oui, absolument. Mais quand il l'a dit, il y a 4/5 qui n'ont pas entendu. Et Manitou disait que c'est ça le prix de l'assimilation dans l'expérience de Yosef, dans l'histoire d'Égypte. Qui correspond malheureusement aussi à d'autres histoires ultérieures. Je m'insurgeais contre la condamnation de Yosef à rester. Non, il n'y avait pas de choix. On ne pouvait pas juste dire bon ben maintenant ça va, on a fait de l'argent, on peut retourner acheter des beaux appartements à Rana. Oui, mais si tu veux, Jacques, et puis bon, pour tout le monde, c'est ce qu'on avait appris à propos de Yaakov chez Lavan, qu'au bout de 14 ans, il aurait dû revenir et qu'il est resté encore 6 ans. Il y a deux problèmes, et c'est le problème dont Alex a parlé des Bnei Ephraim qui sont sortis trop tôt. C'est-à-dire sortir trop tôt, c'est un problème, sortir trop tard, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que et sortir trop tôt, c'est possible, parce que c'est l'option de Shena, c'est-à-dire de véritablement réussir à accélérer la Géoula, c'est possible. Mais quand le temps est arrivé, alors à ce moment-là, il ne faut plus attendre. C'est-à-dire donc, c'est pour ça que l'enjeu de cette question est un enjeu qui est véritablement, qui est grave, quoi. C'est-à-dire, d'accord. Tout d'abord, en tout cas, pour la remarque. Merci beaucoup, Rav Ackerman. Oui, je crois que le temps. Alors, Shabbat Shalom et Tzom Kal pour tout le monde. Et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et puis bonne santé à tout le monde dans le 3e reconfinement, qu'on ne soit pas trop reconfiture. C'est Shabbat Shalom à tous.